Aujourd'hui, on va plonger dans une analyse assez radicale du monde du travail. C'est une vision brute, sans filtre, qui s'articule autour de quelques idées vraiment percutantes. Alors, attention, ça risque de secouer un peu. Bon, voilà qui donne le ton, n'est-ce pas? Cette métaphore volontairement choquante, c'est vraiment le point de départ de toute la réflexion de l'auteur. L'idée centrale, c'est celle-là, la déshumanisation. Le travailleur serait devenu un simple objet, un consommable qu'on utilise et qu'on jette. Tout le reste découle de cette idée. Alors, premier thème, cette fameuse déshumanisation. Comment ça se traduit concrètement? Quelle est la place de l'individu dans ce grand système? Eh bien, pour l'auteur, la réponse est assez simple. On n'est rien de plus qu'un rouage. Une simple pièce, facile à remplacer. Et ça va même plus loin. Ce n'est pas juste que l'originalité n'est pas encouragée, c'est qu'elle est carrément vue comme un problème à éliminer. Selon cette vision, l'objectif, c'est vraiment de créer une main-d'œuvre uniforme, des employés qui sont des copies conformes les uns des autres et donc parfaitement interchangeables. Et du coup, si on ne rentre pas dans le moule, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de plan B. L'image utilisée est très violente. On est broyé et éjecté. C'est l'idée que la machine qu'est l'entreprise ne tolère aucune anomalie, aucune pièce qui ne serait pas parfaitement à sa place. Mais alors, qui est aux commandes pour s'assurer que tout le monde file droit? L'auteur a une image assez colorée pour ça. Le manager singe. Oubliez l'image du leader qui inspire. Ici, on parle plutôt d'un exécutant un peu primaire dont le seul et unique rôle est de faire rentrer les nouveaux dans le rang par la force s'il le faut. C'est une critique assez féroce d'un certain type de management. Mais la critique ne s'arrête pas là, aux portes de l'entreprise. L'auteur fait un zoom arrière et pointe du doigt un acteur qu'il juge encore plus responsable, l'État. Pour lui, l'État n'est pas un saint arbitre, mais carrément un complice du système. Là, on entre clairement dans la partie la plus provocatrice du texte. L'accusation est grave, non seulement l'État fermerait les yeux, mais il encouragerait activement cette exploitation. Il paierait même les entreprises pour broyer les travailleurs. C'est l'idée que le profit passe avant le bien-être humain, avec la bénédiction du système. On voit donc se dessiner une sorte de cycle infernal. L'entreprise utilise et épuise la personne. Une fois que cette personne est à bout moralement ou physiquement, elle est renvoyée vers le système public, en l'occurrence France Travail. Mais, et c'est là tout le cynisme selon l'auteur, ce n'est pas pour la remettre sur pied. Du coup, la critique se déplace vers l'institution qui est censée aider les chômeurs à s'en sortir. Et là encore, le verdict est sans pitié. Pour l'auteur, France Travail est le symbole d'un système totalement inefficace et absurde. Le portrait qui est fait du personnel est glacial. Complètement incompétents, paumés, ne sachant même pas quelle est leur mission. Le terme de gogol, qui est évidemment très péjoratif, est là pour montrer le mépris absolu de l'auteur envers cette administration. Mais alors, comment un système aussi défaillant peut-il perdurer? L'auteur décrit ce qu'il voit comme un cercle vicieux. En gros, on prend un chômeur, on lui fait suivre une formation jugée inutile. Puis on lui donne un diplôme de formateur et sa nouvelle mission, c'est de former d'autres chômeurs. C'est une sorte de boucle d'inefficacité qui s'auto-alimente. Pour bien faire comprendre le niveau d'absurdité, l'auteur utilise une analogie assez parlante. C'est comme si on apprenait à une personne aveugle à lire le braille, ce qui a du sens, mais qu'ensuite on l'envoyait enseigner le braille à des personnes qui voient clair et qui n'en ont donc absolument pas besoin. Voilà l'image d'un système qui tournerait complètement à vide. Bon, après avoir dressé ce tableau très très sombre, l'analyse prend un virage. Fini de critiquer le système de l'extérieur, l'auteur se retourne vers lui-même et se pose une question fondamentale. On passe de la critique à la quête d'une solution personnelle. Et voilà la question qui fait tout basculer. Après avoir décrit un monde du travail qu'il juge complètement fou, l'auteur en vient à cette conclusion. Et si le problème, ce n'était pas lui? Il refuse de porter la culpabilité. C'est un renversement complet de perspective. Et là, ce rejet devient une véritable confrontation. Il ne s'agit plus seulement de ne pas être d'accord, mais de refuser activement la mentalité de ceux qui, selon lui, acceptent leur sort. Il oppose cette vie de soumis à un modèle radicalement différent, celui des multimillionnaires. C'est un changement de logiciel complet. Le choix qui est présenté est donc binaire, sans aucune nuance. D'un côté, la vie d'esclave, subir, se conformer, rester dans sa prison mentale. Et de l'autre, un idéal de richesse, de liberté totale. Et c'est un point intéressant, cet idéal n'est pas seulement égoïste, il y a cette idée d'aider les autres à se libérer aussi. C'est tout ou rien. Au final, toute la réflexion se condense dans cette dernière question. C'est une provocation bien sûr. Un rejet total des conseils de ceux qui, à ses yeux, ont échoué. Pour l'auteur, le seul chemin valable, c'est une ambition matérielle totalement décomplexée. C'est une vision du monde jusqu'au boutiste qui nous force, d'une manière ou d'une autre, à nous interroger sur notre propre rapport à la réussite.